Dada, c'est quoi le meilleur métier du monde? Geste carré. Président. Le mien. Médecin. Pilote. Cardiologue ou radiologue. Radiologue, c'est plutôt radiologue, c'est Prof de maths. Non, OnlyFans. Je pense que je préférais être retraité très jeune. Ok, bon, 1, 2, 3. Bienvenue à tous dans mon premier épisode de la série de Bienvenue chez Pote Emploi. Donc le principe c'est quoi? C'est juste que je réunis des copains qui ont donc tous à peu près le même métier, enfin en tout cas dans le même domaine. Et on va un peu décortiquer ce métier parce que c'est un métier où on entend souvent parler mais on ne sait pas forcément ce que c'est réellement. Aujourd'hui, quel est le sujet du jour? Soboun, est-ce que tu peux nous lire ça? Alors, c'est quoi être consultant auditeur? Merci Soboun. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est entouré de consultants et auditeurs. Je vais laisser chacun se présenter et présenter son intitulé de métier. On va commencer par Mr. Sobi. Moi, je m'appelle Soboun, j'ai 27 ans et je suis consultant senior chez Adon Conseil. Donc, c'est un cabinet de conseil en management spécialisé dans les projets IT pour les maisons de luxe. IT, ça veut dire quoi du coup pour C'est les projets digitaux, donc ça peut être les applications, les sites web. Moi, du coup, je m'appelle Yacine Tagorti. Je suis auditeur financier senior chez Ernst & Young. Mon métier consiste en la certification des comptes, des grands comptes. C'est un métier un peu que les gens ne connaissent pas vraiment et ne comprennent pas réellement ce que c'est. Mais on va en discuter aujourd'hui. Tu te présentes pas, toi? c'est moi, les gens me connaissent. Non. Moi, je m'appelle Chad, voilà, mais je suis officiellement ni consultante ni auditrice. Mais voilà, on va voir peut-être au fur et à mesure de l'épisode que je pense, c'est un métier qui se ressemble beaucoup, quoi. Le chef de projet aussi. Moi, je m'appelle Héloïse, je suis consultante en transformation digitale, donc un peu comme toi, chez Wavestone, qui est un cabinet français spécialisé dans la transformation digitale, mais on verra que c'est très large. Enchanté, William. Du coup, un peu différent des autres, moi je suis auto-entrepreneur freelance et je suis consultant en stratégie social media ou stratégie digitale au global, quoi. Bon, on a plein de profils différents, c'est trop cool. Je voulais commencer par déjà vous lire en fait les définitions que j'ai trouvées sur le site de l'ONICEP. Bon, et je voulais avoir un peu votre avis là-dessus pour savoir si vous êtes d'accord ou pas avec cette définition et quelle est votre définition à vous. Donc, on va commencer par consultant. On en a 3 ici. Avec expertise et stratégie, le consultant ou la consultante recherche des solutions pour améliorer le fonctionnement des entreprises dans des domaines comme l'organisation, la relation client, les ressources humaines, les systèmes d'information, l'environnement, etc. C'est très large, mais... c'est très large autant que le métier de consultant, donc oui. Donc, vous êtes plutôt d'accord avec ce qu'ils disent? C'est un peu un couteau suisse. Dans plein de domaines différents, savoir s'adapter à plein d'entreprises différentes, à des équipes différentes, dans des domaines différents. Et même si on est spécialisé, moi qui suis en transformation digitale, tu peux avoir un projet où ça va être hyper technique, un projet où ça va être complètement du marketing, où tu refais des flyers, tu vois. Ils peuvent t'envoyer dans des missions complètement différentes d'un mois à l'autre. Enfin, complètement différentes. C'était un peu dans le même domaine, mais tu peux faire des choses... Il y a un moment où tu peux être hyper analytique et d'autres hyper créatifs, tu vois. Donc, du coup, pour toi, si un enfant de 5 ans, il te dit c'est quoi être un consultant, tu pourrais dire tu vois un couteau suisse? Non, je sais pas comment je l'expliquerais à un enfant de 5 ans. Généralement, ce qui est bien, c'est quand tu dis que tu es consultant, les gens cherchent pas trop, tu vois. C'est un peu le truc bateau. Et ensuite, tu rajoutes en informatique et ils sont genre, ok, je chercherai pas plus. Du coup, Yacine, toi, t'es pas consultant, t'es auditeur. On va faire le sens contraire. Est-ce que toi, tu peux me donner ta définition d'être un auditeur et après, je vais te lire la définition de l'ONICEP? Moi, je dirais qu'un auditeur, en gros, c'est un peu un consultant sous certaines normes qui doit certifier des comptes et s'assurer que, en fait, ce qui apparaît dans les bilans et les comptes de résultats des entreprises, ces informations que tu peux avoir sur Internet, etc., pour tous les investisseurs, etc., soit ne comportent pas d'erreur. En fait, si demain, par exemple, tu veux investir, si tu as le sceau d'un auditeur... Ah, vous avez un sceau? Non, en gros, tu as dans ton rapport, et on met que c'est certifié par tel commissaire aux comptes. T'es commissaire aux comptes? Ouais, en gros, c'est ça. Ok. Parce qu'en fait, moi, je suis pas commissaire aux comptes, mais si tu veux, nous, dans notre métier, les partenaires, les associés, eux, ils ont du coup le diplôme d'expert comptable et ils sont commissaires aux comptes. Donc, c'est eux qui signent.
Nous, on fait le travail et eux signent. Voilà. Et en gros, nous, on s'assure que du coup, les informations financières reflètent la réalité pour pas que les gens, du coup, investissent sans connaître réellement ce qui se passe dans l'entreprise. Avec une certaine marge d'erreur, bien sûr. Nous, on ne cherche pas la précision à 100%. On a des seuils, etc. Est-ce que vous êtes un peu les consultants du financier ou rien à voir? Pourquoi on met toujours audit conseil ensemble, tu vois? Parce que, en fait, un auditeur fait aussi des missions de conseil. Tu vois, par exemple, quand on a plusieurs périodes dans l'année, il y a une période où on va certifier les comptes, mais il y a aussi des périodes où on fait, par exemple, la revue du process interne. Donc, par exemple, on reprend tous les process internes de l'entreprise, tous les process stock, achat, client, etc. Et on s'assure qu'il n'y ait pas des failles. Et on voit avec le client ce qu'il peut mettre en œuvre pour améliorer les processus, etc. Du coup, quand tu fais ça, ça a quand même un impact sur le financier. Enfin, c'est quand même toujours relié au financier ou... Oui, bien sûr, parce que nous, Ouais. par exemple, si on détecte une erreur, nous, on s'assure que les personnes qui vont investir, etc., ou même les personnes juste qui lisent les informations, etc., aient cette information. Mais du coup, les auditeurs et les consultants, parfois, vous avez des missions ensemble ou pas? Non, on ne travaille pas ensemble, mais par exemple, il y a des consultants qui vont reprendre le travail des auditeurs. Par exemple, quelqu'un qui fait du Transactional Services, Du quoi? du TS, si tu préfères. Transactional Services. Ok, je préfère pas. Et par exemple, il va reprendre le travail des auditeurs. En fait, moi, ce que je comprends sur la différence auditeur et consultant, c'est, pour moi, un auditeur, ça regarde avec une entreprise, genre le passé et le présent, ce que je comprends de ce que tu dis. Et un consultant, ça va prendre potentiellement ce que vous avez fait sur le présent, et nous, on construit plutôt la vision sur l'avenir. Ouais, c'est ça. Et puis nous, on a des normes, etc. Donc c'est plutôt ce côté-là où nous, on est vraiment un peu plus carré, on ne peut pas non plus trop divaguer. C'est plus clair déjà que consultant. Auditeur, en vrai, c'est plus clair, je pense. Même consultant, tu as plein de types de conseils. Tu as le conseiller en stratégie, le conseiller en management, ce qu'on fait, je pense, plutôt, et le conseil hyper technique. Alors, du coup, pour la définition, donc, au sein d'un cabinet spécialisé, donc ça, je suppose qu'ils veulent dire genre les entreprises, quoi, EY, tout ça, non? Ouais, Je c'est pense des que c'est gros ça. cabinets, quoi. Au sein d'un cabinet spécialisé, l'auditrice ou l'auditeur externe diagnostique la situation d'une entreprise cliente et identifie des axes d'amélioration. Le plus souvent, il s'agit de réaliser des audits comptables et financiers et de certifier les comptes. Oui, c'est ça. Moi, je vous avoue, quand j'ai lu les définitions, j'ai genre rien compris. Ça illustre pas vraiment notre métier, en vrai. Après, c'est vrai que le métier en soi, c'est déjà un métier qui est assez dur à comprendre, quoi. Parce qu'il est tellement divers que tu peux être consultant, comme tu disais, tu peux être consultant dans tellement de choses. Je travaille avec des consultants qui sont vraiment hyper techniques. Donc c'est comme si tu ajoutais un membre de ton équipe technique. Tu vois, c'est pas du tout quelqu'un qui a une vision hyper externe comme nous. Moi, si je devrais le définir assez facilement, je dirais que souvent le client, il soulève un besoin. Le consultant, il va essayer de trouver le problème exact et la solution qui va avec. Je voulais vous demander comment vous avez chacun atterri dans ce secteur. On va commencer par Yacine. Alors moi, en fait, j'ai fait une prépa scientifique. Et c'est vrai qu'après la prépa, je savais pas trop quoi faire. Et j'ai hésité à faire une école d'actuariat. Et au final, on m'avait dit, fais une école d'ingé, parce que ça reste quand même mieux sur le CV. Et j'ai cherché les écoles d'ingé où je pouvais ne pas faire que de l'ingénierie. Donc en fait, j'avais trouvé, moi du coup, le STP. Et je savais que je pouvais faire de l'audit, du conseil, etc. directement après. Donc c'est pour ça que je me suis orienté directement à l'ESTP. Même avant de commencer le STP, tu savais que tu voulais finir dans ce secteur? Je voulais me laisser les portes ouvertes. J'avais pas forcément envie de m'engouffrer dans quelque chose et finir ingénieur absolument. Et nous, on a une spécificité, c'est qu'en première année, en deuxième année, on ne peut pas faire de stage du coup en audit et en conseil. J'avais fait des stages dans les travaux et j'avais vite compris que c'est pas ça que je voulais faire, quoi. J'aimais pas trop être sur le terrain avec un peu de travail et tout. Avec un casque de chantier. Non, c'était pas pour moi, quoi. Et au final, on s'en rend pas compte, mais les gens sur chantier font des horaires très pénibles. Et du coup, mon stage de fin d'études, j'avais fait chez EY en audit financier. Et au final, ça m'a assez plu. Du coup, je suis resté. Moi, je me suis dirigé vers le digital le marketing digital plus précisément, parce que toute ma vie, surtout mon adolescence, j'ai été ce qu'on appelle un gros geek.
Et j'ai toujours été vraiment passionné par Internet de manière globale et ce qu'on pouvait y faire. Et en gros, on va dire, ma quête perpétuelle professionnelle, c'est d'essayer de trouver un moyen de créer des choses pour Internet. Et par les études que j'ai faites, j'ai fini par faire du marketing digital. Et je me suis spécialisé vraiment en stratégie pour les réseaux sociaux, justement pour créer des campagnes et créer des vidéos, des photos, des shootings, pour justement laisser un peu mon empreinte sur Internet, quoi, à ma manière. On va dire. Il y a plein de métiers liés à ça. Comment c'est que tu es devenu consultant dans ça? Quand tu fais des études de marketing digital, c'est très vaste. Tu peux très bien partir sur de la data, sur de la publicité, etc. Quand tu dis études de marketing digital, tu as fait quoi? Moi, j'ai fait une licence e-commerce et marketing numérique à l'EFREC, qui est une école d'ingé en informatique à la base. Ensuite, j'ai fait 2 masters différents. Un master en expert en stratégie digitale dans une école à Paris qui s'appelle l'École supérieure du digital. Et j'ai fait un 2e master en digital design, où là, c'est plus l'aspect création de sites, photos, vidéos, 3D. Quand tu fais ces études-là, en fait, tu touches à plein de secteurs différents du digital, la création de sites internet, la création d'applications, les réseaux sociaux, la data visualisation, etc. Vraiment le panel potentiel. Et techniquement, à la fin, le poste, c'est souvent chef de projet, où on te pose une problématique autour du marketing digital, et en tant que chef de projet, tu pourras savoir y répondre vu que tu connais un peu tout, quoi. Dans tous les cours qu'on a reçus, le truc qui m'intéressait le plus, en fait, c'était les réseaux sociaux, parce que je trouvais ça hyper intéressant d'avoir un impact sur quelque chose que les personnes utilisent au quotidien. En gros, mon métier, n'importe qui peut le voir, peut le juger aussi, donc ça peut être un peu compliqué. Et après, dans les réseaux sociaux, il y a vraiment plein de métiers différents. Et l'aspect consulting, en fait, dans les réseaux sociaux, c'est aussi de la création de campagnes, finalement, pour des marques. Et je trouvais ça hyper intéressant de réfléchir à comment une marque veut sortir un produit ou a un besoin réel, trouver la problématique et justement créer une campagne qui répondra aux besoins de la marque. Mais du coup, toi, quand tu dis que tu es consultant, là, comment on fait la différence avec, par exemple, CM ou alors, si tu travailles, je sais pas, dans des agences de pub, tu vas faire aussi... Enfin, il y a aussi des postes pour faire les développements stratégiques. Dans les grosses agences de pub, ils ont souvent des pôles consulting, justement, en social media, où ils vont répondre à des problématiques de marque pour ensuite développer des campagnes sur les réseaux sociaux. Et une fois que ce pôle consulting a créé la stratégie, ensuite ça va être déployé à la création de contenu, et ensuite le contenu qui est créé, il va être donné au CM qui lui va le publier. En soi, normalement, un CM, il ne fait pas vraiment de stratégie, c'est plus il reçoit un produit fini et lui après il va le développer sur les réseaux sociaux. Vous me dites si je me trompe, mais je pense qu'un consultant, lui, ça va pas être la personne qui va produire, non? Moi, dans mon métier, je fais en partie ce qu'on appelle la conduite du changement, du change en anglais. Et là, c'est en gros sensibiliser les gens au changement qu'il y a dans l'entreprise, les accompagner. Ouais. Et typiquement, toutes les coms qu'on envoie, genre quand il y a une transformation d'un outil ou il y a une politique, tu as des mots de passe par exemple qui changent, on va faire les coms et ensuite on va les faire, soit nous les envoyer depuis une boîte mail alors qu'on est externe, soit les faire envoyer par les gens qui gèrent la com en gros dans notre service. Mais les communications finales qui sont lues par les utilisateurs finaux, c'est nous qui les faisons. Okay. Pas dans toutes les missions, mais là en l'occurrence dans la mission dans laquelle je suis, c'est nous. Tu vois. Et dans la mission d'avant, on avait fait tous les templates de contrats, de devis, on avait remis en place toutes les conditions générales, alors qu'on n'est pas designer du tout, tu vois. Mais juste tu le fais parce que ça peut être un pan de ton métier. Après, si t'es pas bon du tout, enfin moi je suis pas du tout une âme de graphiste, heureusement que c'était des contrats, quoi. Parce qu'au moins c'était carré, mais c'était pas très beau. Tu vois, genre un petit truc, genre le titre en couleur et ça s'est arrêté là. Mais tu le fais parce que ça fait partie de... Ça fait partie de l'émission. Ok. C'est pas parce que toi t'as envie de le faire et tu dis ah bah tiens c'est pas mal. Non, tu choisis pas en vrai. Enfin, tu choisis quand t'es très senior. Mais au début quand t'arrives, tu sors de ton école, tu choisis pas du tout. Hein. Ils t'envoient à l'abattoir. Après dans l'aspect consulting que moi je fais sur le point de vue stratégie, je vais pas forcément aller jusqu'à la production du contenu, quoi. Je vais produire potentiellement un document qui va me donner des lignes de conduite
après à la production. Ça t'arrive de faire des... Ouais, ça c'est une autre partie de mon métier où je crée aussi, je fais de la photo, de la vidéo. Mais ça, c'est à part, du coup, c'est pas lié à ton métier de consultant. Ah, si aujourd'hui le sujet du jour c'est consulting et auditeur, c'est à part. Toi, t'as atterri comment là-dedans? Moi, j'avais fait pas mal de différents secteurs d'activité. J'étais un peu passée par plein de secteurs en tout cas. Du luxe, du retail, la grande industrie, plein de trucs. Je voulais travailler dans le luxe, mais je n'étais pas non plus fermée à d'autres choses. J'avais pas forcément réfléchi au conseil, mais je m'étais dit que ça peut être une bonne option pour justement pas fermer des portes et en même temps pouvoir avoir plusieurs clients, voir un peu... Yacine et toi, vous avez tous les deux parlé d'ouvrir des portes ou pas fermer des portes. Ouais. Enfin, pourquoi vous voyez ça comme... T'es pas cantonné à une seule entreprise, donc à un seul domaine quand t'es consultant. Selon la longueur de ta mission, tous les ans, voire tous les mois, tu peux changer de client et donc changer radicalement d'industrie de domaine. Moi, j'ai fait 1 an et demi dans une entreprise de transport, genre camion frigo, et là, ça fait 1 an que je suis dans le luxe, donc tu vois, rien à voir. Et c'est ça qui est trop bien, c'est que tu peux complètement changer d'équipe, d'environnement, même de ce que tu fais concrètement dans ton boulot. Je m'étais dit que c'était pas mal et j'ai été démarchée par un mec de Wavestone, un recruteur de Wavestone, suite à un forum dans mon école, alors que j'avais même pas fini mon master. Et en fait, ça m'arrangeait, c'était parfait, ils étaient sympas. Ouais. Les entretiens se sont bien passés, ils m'ont bien vendu la boîte. et voilà, donc j'ai signé... Des consultants, quoi. Ouais, j'ai signé 6 mois avant de commencer. C'est un secteur qui recrute pas mal. Beaucoup, Ouais. ouais. Enfin, ça dépend des périodes, mais en général, tu trouveras toujours du boulot dans le conseil. Parce que c'est un secteur où tu as beaucoup de turnover aussi. Turnover. Je mettrai la définition à l'écran. Ouais, parce que c'est un secteur où on utilise vachement d'anglicisme aussi, je trouve. Beaucoup, Mais beaucoup, tellement, beaucoup. tellement. A lot. Moi, ça fait depuis longtemps. En gros, dans ma famille, j'ai un cousin, c'est un peu mon modèle dans la vie. Voilà, le cousin, si t'entends ça. Mon modèle pro. Quand il m'a expliqué son métier, je pense que j'étais au collège ou au lycée. Il m'a dit, ok, bah, moi je suis consultant, je peux faire plein de missions, j'ai plein de clients, c'est varié, t'apprends vite, c'est hyper intéressant. Et en fait, ça change souvent. Et je me suis dit, bah ok, trop bien, ça a l'air varié, parce qu'en vrai, je m'ennuie assez vite. Et du coup, bah, je me suis dit, go. Et depuis collège-lycée, conseil. Je savais que j'allais faire du conseil. Après, dans le luxe, pas forcément. Quand je suis sorti d'école, j'ai un peu postulé à droite à gauche, post-Covid, quoi. Et ils m'ont dit, Adon, du coup, qui est spécialisé dans le luxe, ils m'ont dit, ouais, ça t'intéresse? Je me ai dit, go. Et en fait, en vrai, ça me correspond bien, je trouve. Ouais, je Mais trouve voilà. aussi que ça correspond bien. Donc, j'ai des trucs comme ça. J'allais poser la question, vous pensez que ça peut être le rêve d'un adolescent de devenir consultant? Parce qu'en vrai, quand t'es ado, tu rêves pas de faire un taf genre derrière un bureau, tu vois. Quand t'es ado, tu rêves soit de sauver le monde, soit de parcourir le monde. Il y avait quelqu'un, il me semble, qui est auditeur aussi, ou qui travaille chez Way aussi, qui me disait qu'il avait toujours rêvé d'aller bosser à la Défense. J'ai un ancien collègue, c'était ça. Il me dit, je suis fascinée par les transports, le monde qui sort. Sortir avec ton tasse à gauche comme ça, genre... Il était fasciné par le RER. Il m'avait dit, tu verras à Charles de Gaulle, tu feras attention. À Charles de Gaulle, la Étoile, la station de RER. Il y a vachement de gens qui sortent du RER et moi, ça me fascine. Et j'étais genre, mais c'est fou. Mais tant mieux. Et du coup, il vivait sa meilleure vie à la Défense. Il y a des milliers de personnes, plein de transports partout. Enfin, il était trop content. Et du coup, depuis, quand je suis à Charles de Gaulle, je regarde parfois s'il y a beaucoup de gens qui sortent du train. C'est très bien d'être heureux dans le RER, parce que le nombre de gens qui détestent le RER, au moins, ils passent des meilleurs moments que nous. Je suis très heureuse pour lui. Ouais, mais après, lui, il te dirait que c'est une merveille de technologie, que c'est super pratique, que ça te permet de déplacer les foules. Je vais vous demander de me raconter votre journée type. Donc déjà là, je leur ai demandé pour info de s'habiller comme ils s'habillent tous les jours au taf. Déjà, on peut voir la différence entre ces consultants-là. Là, on est un mercredi. Ce matin, vous vous levez, vous allez au bureau. Qu'est-ce qui se passe? Moi, le premier truc que je fais quand j'arrive, c'est allumer mon ordi, bien évidemment. J'ai déjà regardé chez moi si j'avais juste sur mon tel, rapidement, si j'avais des mails ou des messages urgents. Urgent, tout est relatif, car je ne suis pas chirurgienne, donc bon. En gros, entre 8h45 et 9h30. Okay. Mais généralement, c'est plus 9h30, parce que dans ma boîte, ils n'aiment pas trop les réunions tôt. Okay. Alors que chez mon ancien client, ils adoraient. Donc j'arrivais plus tôt. Donc j'ouvre mon ordi. Parfois j'ai des réunions le matin ou alors je dépile mes mails. Et en gros, je fais ça jusqu'à la fin de la journée, c'est-à-dire répondre aux mails, faire des réunions, demander à mes collègues à droite à gauche si j'ai des questions. C'est pour ça que j'aime bien être au bureau, c'est qu'on est une équipe d'une dizaine de personnes, donc je peux leur poser des questions directement, c'est plus sympa. Et j'ai des réponses plus vite, ils peuvent pas m'éviter. Comme ça, voilà. Avec la mission dans laquelle je suis maintenant,
Je fais beaucoup de création de support, créer des slides, hein, on est des consultants. Donc, Des PowerPoint. des PowerPoint, beaucoup de PowerPoint. Des PPT. Des PPT, exactement. Et je fais ça jusqu'à... ça dépend complètement. Parfois, je finis à 17h30, parfois, je finis à 19h30. Tu fais des comptes rendus pour les réunions et tout ou pas? Pas beaucoup. Sur ma mission d'avant, j'en faisais tout le temps. Sur cette mission-là, j'en fais pas beaucoup. Déjà, ça dépend. Comme je suis chef de projet avec un S, c'est vraiment... J'ai plein de projets plus ou moins gros. Je gère chaque projet différemment. Parce qu'il y en a où il y a besoin d'instances, en gros, de réunions toutes les semaines. Et t'en as où t'en fais jamais. Enfin, t'en fais une par-ci par-là, tu auras les gens dans l'open space parce que c'est un petit projet et c'est technique et du coup, ça va vite. Quand il y a beaucoup de gens ou qu'il y a des gens un peu importants, je fais des CR. Mais des comptes rendus, pardon. Quand c'est une réunion rapide, tu vois, entre collègues, juste sur un truc technique, soit j'en vois rien. Ils font là des actions, moi je fais les miennes et ensuite je suis un peu. Les actions, tu peux expliquer ce que c'est? Ça dépend, mais généralement ça va être... en gros, on veut changer quelque chose dans l'univers informatique de l'entreprise. Il faut déjà faire valider ce changement. Donc ça veut dire que tu dois présenter ce changement aux gens qui décident, donc aux big boss. Donc CTO, CIO, Chief Technology Officer, Chief Information Officer. Donc en gros, moi c'est mes genre N+42 quoi. Et du coup, je prépare des slides, je suis un peu traductrice pour leur dire, ok, techniquement on va faire ça, et pour vous, il faut que vous validiez ça. Voilà les informations qu'il vous faut, et en plus, voilà comment ça va impacter l'utilisateur. Parce que s'il y a un problème, on va pas m'appeler moi, par contre on va les appeler eux, en leur disant c'est la merde, ça marche pas. Donc il faut qu'ils comprennent, et ensuite qu'ils valident, et une fois que c'est validé, je reviens vers mes équipes techniques, et je leur dis ça a été validé, il faut que ce soit déployé à telle date, et donc il faut que vous fassiez les actions techniques, la mise en place technique pour ça. Et on a aussi la partie change, du coup, où là, il faut prévenir les utilisateurs qu'il va y avoir un changement. Et donc pour ça, si c'est un petit changement, tu fais un mail, ou alors une petite équipe, tu leur dis directement. Mais si c'est des gros changements qui concernent toute l'entreprise, on en a pas mal en ce moment, tu fais tout un plan de communication avec des mails, des relances, d'autres types de communication, donc tu vas afficher sur des écrans, tu vas prévenir les managers qui vont faire redescendre les infos dans les réunions, etc. Mais les réunions, tu les fais avec qui? Vu que je suis dans l'équipe Digital Workplace, je les fais surtout avec mon équipe qui sont à 80% des ingénieurs, donc des consultants techniques. Donc c'est eux qui... Ah ok, donc tu as des consultantes techniques, oui. Et toi du coup tu es consultante? Moi je suis consultante pas technique. Je suis consultante... Alors on a avec nous une consultante pas technique. En gros, eux, c'est des ingénieurs, donc c'est-à-dire qu'ils ils font les scripts derrière les ordi. Mais ça s'appelle des consultants aussi? C'est aussi des consultants, parce qu'ils viennent aussi dans l'entreprise. Eux, pour le coup, ils sont là plus longtemps que moi. Moi, j'ai fait des missions d'1 ou 2 ans dans ce type de mission. Eux, ils peuvent être là depuis genre 5 ans. Mais ils sont rattachés à une autre entreprise et ils viennent vraiment parce qu'ils ont une expertise sur un logiciel ou un sujet dont mon entreprise a besoin, dont le client a besoin. Si je te donne un exemple, on a fait un truc avec Apple. Apple, ils ont lancé Apple Intelligence. Il fallait qu'ils décident, est-ce qu'on autorise nos employés à utiliser Apple Intelligence ou non? Et il y a plein d'options différentes. Est-ce qu'on autorise les employés à utiliser toutes les options ou pas? Typiquement, ils ont fait il y a des fonctionnalités qui sont reliées à ChatGPT. Comme c'est interdit dans l'entreprise dans laquelle je fonctionne, ces options ont été bloquées. Et derrière, je vais voir l'ingénieur et je lui dis, est-ce que tu peux bloquer sur tous les iPhones de tout le monde toutes ces fonctionnalités-là et par contre autoriser celle-ci? Et lui, dans son petit logiciel, il va activer ce truc-là. Donc tu vas coordonner un peu tous les gens qui sont plus dans la technique, quoi. Exactement, c'est le chef de projet, quoi. / change. C'est très bien résumé. C'est pas très résumé, mais... Ouais, en vrai, si tu résumes ça, c'est quoi? C'est mail, réunion, livrable. Voilà. Ah ouais, mais du coup, je suis consultante aussi, en fait. Bah oui. Et donc toi, du coup, ta journée, j'ai toujours pas le mot, je suis désolée, intégrée? Non. En vrai, c'est assez light, hein. L'idée de ça, c'est de vraiment rassembler des consultants de divers clients et missions. Donc en fait, ouais, j'arrive au cabinet, j'arrive pas habillé comme ça. Je m'habille mieux au cabinet que chez le client. Ah ouais? Ouais. C'est marrant. Vous êtes combien dans ta boîte? En France, on est 300. Alors que toi, tu travailles pour le luxe en plus, donc... Moi, je trouve que les clients dans le luxe sont moins regardants. Enfin, tu vois, tout le monde n'est pas en costard, cravate. C'est plus justement la fashion. Mais ça dépend les branches. Balenciaga. Oui, mais tu vas dans la direction financière, ils seront tous en costard cravate. Oui. Moi, dans la direction des systèmes d'information, il y a personne qui est en costard cravate. T'en as qui sont genre en chemise, jean, petites chaussures de costume, et t'en as qui sont en sweat à capuche. Tu vois. Et par contre, tu vas au marketing, là c'est fashion à mort, quoi. C'est chez nous. Fashion ou juste boulot normal.
Genre moi, si j'étais dans le marketing, je me risquerais pas à être fashion. J'ai pas le... En fait, l'idée, c'est de surtout discuter avec les autres consultants quand je suis au CAB. En fait, je network, quoi. Tu network? Ouais. Mais par rapport à mon initiative interne, en fait, je suis dans une practice. Donc, c'est une expertise de mon cabinet. La practice, elle s'appelle Green Transition. Donc, c'est sur toutes les thématiques RSE très à la mode en ce moment. L'idée, c'est de concaténer plein d'experts dans la practice et de documenter un max, en fait, pour pouvoir rayonner à l'extérieur. Donc, en fait, de vendre des missions. Tu montes publiquement, soit sur ton site internet, ou quand les commerciaux vont voir les clients, ou sur LinkedIn aussi. En fait, c'est de montrer, ok, chez Adon Conseil, on sait faire ça, on sait bosser sur des missions RSE, on a déjà travaillé sur des projets, par exemple, là en ce moment, c'est très CSRD, donc c'est CSRD. Même moi, je suis pas hyper calé dessus, mais en fait, de ce que j'ai compris, c'est tous les reporting extra-financiers. Donc, toute ta data, c'est très technique. Mais c'est quoi? C'est de la donnée CSR? Ouais, en gros, de ce que j'ai compris, c'est ça. En fait, c'est RSE, ça veut dire RSE en français. Ah, ok. CSR, c'est Corporate Social Responsibility, un truc comme ça. Donc, l'idée, oui, voilà, c'est de montrer aux différentes entreprises, tes clients, que tu sais faire ça. Mais attends, donc ça, c'est ta mission interne. Je fais partie de ça, de la practice, et moi, dans ça, je suis PMO. Ah oui, PMO. C'est quand tu fais plein de... Non. Project management. Je vous laisse dire Ouais, aussi. c'est ça. En fait, l'idée, Parce que ça, nous aussi, on a ça. C'est chef de projet en français. Hein. c'est pas totalement, parce que je trouve que PMO, t'es pas très opérationnel. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, opérationnel? Faiseur. Imaginons ton projet, il y a des développeurs, des consultants qui développent. Moi, je suis au courant qu'ils développent, mais j'en ai aucune idée de ce qu'ils font. Et je suis vraiment dans l'organisation. Donc, ok, par exemple, il y a 2 équipes techniques qui bossent ensemble, mais ils se parlent pas trop. Moi, je fais le lien, et donc je suis au courant de, ok, telle équipe fait ça, l'autre équipe fait ça. Je communique entre les deux, et je fais la passerelle. Mais personnellement, je sais rien faire. Ok, Tu vois ouais. Tu produis rien, quoi. Ouais, je produis pas vraiment. Enfin, Donc là, t'es pas opérationnel quand t'es comme ça. ouais, en fait, c'est pour ça que je suis moins calé sur les sujets RSE, mais je suis au courant de ce qui se passe, de chaque personne, ce qu'elle fait dans la practice. Et je suis là, toc toc, où est-ce que t'en es, tu vois. J'organise toutes les réunions. Par contre, là, ouais, c'est moi qui envoie les CR. Et avec plan d'action. Donc Ouais, ça me prend quand même une journée pour par mois. C'est quand même pour le business, du coup. Oui, en fait, c'est pour mon cabinet à destination des clients. C'est en dehors de ma mission chez mon client. Mais ça fait quand même partie de ton boulot. Oui, plus tu montes en seniorité, plus il va falloir s'investir dans ton cabinet. En parallèle. T'as même pas le choix d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Oui, en fait, ça fait partie des critères, j'avoue. La même chose pour un auditeur? Ça dépend vraiment de ton grade. Moi, je suis senior, donc l'équivalent de chef de mission. Donc en gros, moi, je suis avec les équipes chez le client, etc. Et je fais le lien du coup avec le management, les partenaires, les associés, etc. On va encadrer les équipes, leur donner leur to-do. On produit aussi pas mal de livrables pour le management et on tient au courant. On fait des réunions aussi avec le client. Je commence ma journée entre 9h et 9h30. Je rejoins mes équipes. Je leur dis ce qu'ils ont à faire. C'est qui les gens de ton équipe en gros? C'est les juniors, tu vois. Les Ah gens ouais, qui sont en dessous. c'est comme en cuisine quoi. T'arrives, t'as le senior qui arrive et qui dit tiens, aujourd'hui toi tu fais ça, tu fais ça. Ouais, parce qu'en fait, on a une to-do, on la prépare en amont. Ouais. Donc, en fait, nous, on travaille par cycle un peu. Je vais dire, toi, tu vas faire les stocks, etc. Et après, il y a plein de diligences à faire. En gros, on doit vérifier certaines choses, des assertions, comme on dit. Donc, vérifier, par exemple, ça Comme on dit qui on. nous, les auditeurs. Et du coup, en fait, nous, on ne vient pas juste vérifier que ce qu'il y a, on fait quand même certains tests, etc. Et en fonction du cycle, tu as des tests qui sont différents. Par exemple, sur les fournisseurs, on va venir vérifier que le montant qu'ils ont dans les comptes, c'est bien ça. Vérifier, on va venir faire des tests sur les factures, on va venir faire pas mal de choses. On va venir discuter avec le client, voir ce qui s'est passé sur l'année. On ne regarde pas que les chiffres. On s'intéresse aussi à la vie de l'entreprise pour voir si ça a des impacts après sur les chiffres et si on peut les expliquer. Ce qui est un peu embêtant quand tu es senior, c'est que
bah, tu es avec les équipes et tu produis et tu dois faire le lien avec le management. Du coup, voilà. Et après, on s'assure que tout s'est bien passé, que l'avancement a été bon. Voilà, et après, je termine mes journées. Une journée normale, c'est 19-20 heures. Normal. Après, en tant qu'auditeur, il y en a qui finissent très très tard. Genre quoi? Il y en a, ça m'est déjà arrivé de finir à 2 heures, des choses comme ça. À 2h, tu finis, le lendemain, 9h, t'es au personnel. Ouais, plus de 10 heures. Après, moi, franchement, ça m'est jamais arrivé. Ok. Je pense qu'avec Parce que t'es bon, l'organisation. parce que t'as la flemme. Non, je pense qu'avec l'organisation et tout. Et après, il y a des missions aussi à éviter, quoi. J'essaie de pas partir trop tard pour pouvoir faire du sport, avoir une vie aussi à côté, quoi. Et je bosse Et t'y pas les arrives? week-ends. Ouais, ça va. Ah ouais, vous bossez le week-end parfois? Ah oui, toi, du coup, tu bosses parce que... Là, non, mais ça m'est arrivé quelques fois. Ça m'est jamais arrivé. En vrai, qu'il y ait vie pro, vie perso, dans mon cab, c'est bien. Même en termes d'horaire, je suis bien, ça va. C'était surtout au début, mais en fait, un peu pareil, je pense pour tout le monde, t'essaies de faire tes preuves. Et après... Et après, c'est bon, quoi. Ouais, c'est ça. Période d'essai C'est light, validée, hop. Quand je regarde mon client, il arrivait à 11h le matin. Ouais. Après, il était dispo, tu vois, mais au bureau, il arrivait à 11h. Et il repart à 16h30, 17h, et il est là, ok, bah, tardez pas trop, quoi. Ah ouais, chillax. Ouais, en vrai, ça dépend vraiment de tes Ok. missions, de ton client. Mm. Mais moi, c'est j'ai rare, toujours eu de la ça. chance. C'est rare. Ouais, c'est rare, mais j'ai toujours eu de la chance. Mais tes collègues, eux, c'est le même cas ou il y a des cas Non, hyper... pas forcément. Après, je pense que ça dépend des personnes. Moi, j'ai eu mon premier manager, il m'a toujours dit, on sauve pas des vies. Tarde pas, tu vois, ça sert à rien de bosser en dehors des horaires, le week-end. Donc c'est pour ça que depuis longtemps, je me dis, ok, bah, tu vois, mais je m'organise. Et après, il y a des collègues, oui, du coup, ils se mettent la pression. Plus ils se mettent la pression, et ils ont des horaires un peu comme toi, je pense, des missions. Et t'as des missions bourbiers, quoi. Des bonnes horaires. Ouais. Comparé à quoi? D'autres entreprises ou à... Ah non, à d'autres collègues, tu vois. Ouais, je m'organise et puis en vrai, comme il l'a dit, ça on le sait, tu vois, on sauve pas des vies, etc. Donc que tu retardes une deadline d'1 ou 2 jours, ça changera rien du tout. Ça vous arrive parfois des clients qui vous disent ouais, ce rapport-là, je le veux pour demain et du coup, toi, tu dois te taper une nocturne. Non. Honnêtement, c'est jamais eux qui m'ont demandé ça. Par contre, mon manager donc, de ma boîte sur ma mission a pu me demander des trucs comme ça. Tu dis oui et tu le fais, quoi. Bah, à la fin, ça m'arrivait de dire non parce que je savais en gros dans quelle mission j'étais et je savais si je pouvais me permettre de dire non. Mais au début, t'es genre, mais tu dis amen à tout. Bien sûr, bien sûr, je vais le faire. Pas de souci. Pour demain, 2 rapports. Mais oui, pas de souci. Honnêtement, comme toi, même si mon cabinet est un peu plus gros, en vrai, je trouve qu'il... Et je pense que, je sais pas s'il est connu pour ça, mais moi, c'est les échos que j'ai de beaucoup de gens. Ils respectent beaucoup l'équilibre vie pro et perso. T'auras toujours des managers qui ne le font pas. Mais si vraiment ça va pas, moi, j'ai toujours eu des bons échos, des situations qui étaient bien gérées. Parce que dans le conseil, t'as quand même beaucoup de burn-out, beaucoup de choses comme ça. Pour le coup, moi, j'ai toujours été hyper bien entourée. Si ton client, il te demande le truc pour vendredi soir, en fait, que tu l'envoies vendredi soir ou lundi midi, non, ça va pas changer grand-chose, quoi. Si t'es en retard sur toutes tes deadlines, oui, c'est pas bien, c'est que t'as un problème d'organisation. Mais si c'est une fois de temps en temps, en vrai, c'est pas grave, tout le monde peut comprendre. J'entends souvent quand même des gens me dire le conseil, c'est horrible. Genre, t'as des heures, mais pas possible. Les gens, ils sont affreux. Ça dépend aussi de ce que tu veux, mais il n'y a pas trop de secret dans le conseil, en fait. Si tu veux... T'as des gens qui ont une ambition assez dévorante, et qui veulent être senior ou manager ou machin truc très rapidement. Et il n'y a pas de secret. Si tu veux faire ça, il faut que tu t'engages, en plus de ta mission, sur des chantiers internes. Déjà, tout le monde n'est pas du tout traité de la même manière en fonction de la mission. Tu as des missions qui sont beaucoup plus dures, beaucoup plus chronophages, beaucoup plus compliquées mentalement, physiquement, émotionnellement que d'autres. Tu vois, typiquement, ma première mission, nous, on avait beaucoup de transport. En fait, au bout d'un moment, t'en peux plus. Enfin, nous, ça va, on faisait pas des horaires de fou. Mais si en plus tu finis à 22h et que tu dois te taper 1h30 pour rentrer chez toi, il y a des gens qui le font tous les jours. Bah, t'es crevé physiquement, tu vois. Si tu as des clients qui sont très compliqués, c'est hyper dur. Si tu as énormément de travail, que tu n'as pas de soutien de personnes dans ton équipe, que tu travailles qu'avec des branques, si tu les accumules comme ça, au bout d'un moment, forcément, voilà. Mais à côté de ça, tu en as qui ont des missions beaucoup plus normales, beaucoup plus chill, ou juste normales, où ils font des horaires tout à fait respectables, et qui ont du coup plus le temps de s'investir en interne. Plus tu t'investis en interne, plus tu es connu, plus tu montes rapidement.
S'il y a 10 promos à donner pour 20 personnes, bah, les partenaires, les managers qui doivent donner les promos, ils vont donner les promos aux gens avec qui ils ont bossé ou les gens qu'ils ont vu travailler. Quand tu arrives au bureau à 8h du matin, même 7h30, tu auras toujours des mecs qui sont en costard et qui sont assis derrière leurs ordi et ils sont là jusqu'à 22h. Ils prennent beaucoup de chantiers en interne. T'en as, c'est que pour ça. Et t'en as aussi parce qu'ils prennent beaucoup de choses en interne pour compenser, enfin pour aller au-delà de leur mission et pour monter plus vite, pour se faire connaître et pour avoir plus de promotions. C'est tout à leur honneur. Hein. Mais il y a aussi de plus en plus de gens qui disent moi c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Si je dois avoir ma promotion 2 ans plus tard que tout le monde. Est-ce que c'est un secteur où tu peux vite prendre un grade? Déjà, c'est un secteur qui a des grades un peu précis. Des fois, tu as des cabinets qui ont analyste, junior, consultant, senior, manager, senior manager. Après, je vais pas assez loin. Directeur et partenaire, en gros. Ouais. Il n'y a pas au-dessus de partenaire. Non, partenaire, c'est... T'as cofondateur, quoi. Les gens que tu vois jamais, quoi. Ça dépend de la taille de ton entreprise. Ouais. Moi, je le vois, quand je vais au CAB, je le vois. Et il est assez proche des équipes. Lui, il dit CAB. Tu dis CAB aussi? Oui, cabinet, oui. Ou nous, on a une tour à la Défense, donc je dis je vais à la tour. Mais oui. mais c'est mon cabinet. Ouais. Nous, C'est des Enfin, gens on de a la une- défense, genre, c'est dans mon cabinet. On n'a pas une tour, on a 3 étages en une tour, mais voilà. Très sexy. Et toi aussi, tu as des grades, du coup, chez toi, non? C'est un peu différent. Nous, en fait, chaque année, normalement, tu valides ton grade. Tu as 2 grades de débutant, donc assistant débutant, assistant expert. Après, senior, tu fais 3 ans. Ouais. Manager, tu fais encore 3 ans. Et après, tu arrives senior manager. Et c'est là où tu peux faire 2 ans comme tu peux faire 15 ans. Parce qu'en fait, le step d'après, c'est associé. Et là, par contre, les places sont vraiment chères. Et normalement, si tout se passe bien, tu passes le grade suivant chaque année. Donc c'est pour ça que tu te retrouves très vite senior ou manager. Si tout se passe bien, après il y a des gens qui redoublent, etc. Il y a des gens. Non mais c'est vrai. C'est l'école, genre. Ouais, mais en vrai, de vrai, c'est comme ça. Il y a des gens qui redoublent, donc et qui redoublent le grade. Vous vous foutez de leur gueule ou pas? Ah, ça dépend. Non mais C'est pas le goulag non plus. non mais quand ça arrive par exemple par un pote à toi ou quoi, bon, bah, tu rigoles un peu quoi. T'as pas redoublé, toi? Non jamais. Tu peux sauter des classes ou pas? Non, mais il y en a qui jump, tu vois, avec des très très bonnes évals et ils jump un grade, tu vois. Genre, si tu comptes vraiment, vraiment bien. Non, en vrai, souvent dans tes premières années, si tu surperformes et puis tu te donnes comme un malade, en vrai, tu peux avoir. S'ils parlent de toi en bien, tu as des bons senior managers qui pèsent un peu dans le cabinet et tout, ils peuvent pousser pour que tu sautes le grade. Oui, ça dépend aussi avec qui tu travailles. C'est ça, ouais, totalement. Des gens qui te mettent beaucoup en avant et qui ont, entre guillemets, de l'influence. Des gens qui s'en foutent. Si tu passes d'un grade, je suppose que tu as le salaire qui monte avec. Oui, tu as des augmentes. Ouais. Et du coup, les augmentes, elles sont... Max de Moula. Non, je sais pas si vous allez pouvoir dire la même chose, mais dans le conseil, tu as des augmentations qui sont beaucoup plus conséquentes que dans les autres secteurs. Dans les autres secteurs, tu as des gens qui prennent 0% par an et c'est max, allez, 3%. Chez nous, c'est plus entre... En tout cas, au début de carrière où tu montes assez vite les grades, tu es plus entre 8 et 12% quand même, ce qui est beaucoup. Vous êtes pareil? Ouais, c'est pareil. Ok. Toi, du coup, t'as pas Ouais, moi, pas c'est des grades. une autre histoire. J'ai travaillé dans un... Ouais, T'es partenaire partenaire avec avec moi-même, ouais. c'est ça. Non, j'ai travaillé dans un cabinet de consulting en performance commerciale, du coup, tout ça, je connais un peu. À la base, j'étais censé devenir consultant Salesforce, mais j'ai préféré dire non et aller faire joujou avec ma caméra et faire d'autres choses, quoi. Tiens, bah, raconte-nous, toi, c'est quoi ta journée type quand tu décides de faire ton métier de consultant? Il y a 2 options possibles. On va dire que des fois, je peux travailler avec des agences. Donc, du coup, soit je vais au bureau de l'agence et je suis comme un salarié de l'agence. Donc, je peux venir au bureau, soit pour une période où ça va être pour une réunion, soit toute la journée, ça dépend. Mais après, ça va être toujours ouais, mail, réunion et faire un PowerPoint, quoi, en fonction du client. Et après, sinon, quand je suis chez moi tout seul, bah, ça va être la même chose. Je vais checker mes mails, réunion si j'en ai. Et sinon, bah, production de PowerPoint, de support de présentation pour les clients, quoi. C'est quoi tes horaires? Tu les fais toi-même? Ouais,
J'ai pas de grosse rigueur, du coup, ça peut être compliqué. C'est pour ça que des fois, moi aussi, je travaille le week-end, mais c'est des conséquences de juste moi-même, en fait. Genre, je me suis dit, bah, mardi, je travaille pas, quoi. Et du coup, si j'ai un truc à rendre pour le lundi, bah, je vais travailler le dimanche. Mais la compensation vie pro, vie perso, ouais, je vis bien, quoi. J'ai fait le choix de gagner moins d'argent pour être plus serein et vivre tranquille, quoi. Ouais, généralement, les freelances, ils font ça pour gagner plus d'argent. C'est ça. Parce que t'as pas la taxe du cabinet, entre guillemets, quoi. Ouais. Moi, après, quand c'est des missions de consulting, ouais, je peux gagner beaucoup d'argent d'un coup. Mais ouais, j'ai pas cette course à aller en prendre plus. Je préfère rester tranquille et avoir ma petite vie tranquille, quoi. Et c'est toi uniquement qui vas chercher tes clients et tout, ou t'es porté par des agents? J'ai de la chance de, pour le moment, je touche du bois ou que sais-je, mon front tout. J'ai jamais eu à prospecter. C'est toujours le travail qui est venu à moi via des agences. Il y a des gens qui travaillent dans des agences qui m'ont mis sur des projets, via des marques qui sont venues me voir directement. Donc, pour le moment, c'est comme ça. Mais après, sinon, ouais, soit je vais travailler dans des agences. Aujourd'hui, j'ai un contrat avec une agence où je travaille que 2 jours par semaine. Donc, c'est pas lundi, mardi, c'est vraiment 15 heures réparties sur 5 jours, quoi. Mais sinon, ouais, je vais devoir prospecter directement chez les marques ou vers les agences, ouais. Mais on va dire que le truc qui est un peu différent avec mon cas, c'est que souvent, les gens en sortie d'études, ils vont faire plusieurs années justement en agence ou en cabinet pour avoir un statut de senior et après se mettre en freelance. Mais moi, vu que les clients sont venus pendant que j'étais en études, du coup, je suis directement sorti en freelance auto-entrepreneur. Du coup, j'ai pas d'expérience en agence à mettre en avant, mais ça fait plus de 4 ans que je fais ça. Du coup, si j'étais en agence, je serais senior, quoi. La différence entre toi, ce que tu fais, et ce que, par exemple, Soboun et Héloïse font, c'était que toi, tu étais B2C, c'est ça, et eux, ils sont... Oui, l'aspect B2C, B2B, en gros, souvent, quand tu travailles en cabinet, et vous me coupez si je me trompe, mais tu vas faire du consulting pour une entreprise et les process qu'il y aura en interne dans l'entreprise. Alors que moi, je vais faire du consulting plus pour une marque, entre guillemets, et la marque, son client final, ça va être le client. Du coup, moi, je vais l'aider à réfléchir, à mettre en place une stratégie. Donc, c'est là que j'interviens en consultant pour atteindre son client final qui va être quelqu'un de lambda, quoi. C'est pas une entreprise. Après, ça peut être une entreprise. J'ai fait aussi du consulting en stratégie pour, je sais pas, générer plus de prospects en tant qu'entreprise. Donc, ça veut dire que tu vas faire du B2B, quoi. Je dirais que ça dépend des missions chez nous. D'accord, donc vous faites ça aussi parfois? Bah, il y en a qui sont destinés effectivement plutôt aux employés de l'entreprise. Les utilisateurs finaux, Ouais. c'est les employés de l'entreprise. Et je pense que c'est la majorité. Mais tu as certaines missions, ou alors, on va dire sous-missions, sous-mission, qui sont à destination des clients. Ok. Mais c'est vrai que c'est effectivement plus rare. Ou alors, ça va être expérience utilisateur. Et là, qui est vraiment à destination des clients. Ok. Donc, tu en as où c'est... Moi, je fais l'expérience utilisateur pour les employés. Mhm. Donc, faire en sorte qu'ils aient vraiment la meilleure expérience, la plus simple en tant qu'employé. Et tu en as, ça va vraiment être sur les applications qui sont destinées aux clients. Ok, ce qu'on va faire, c'est que je vais poser une question, donc un par un, je vais faire un tour comme ça, donc une question, une personne. Et après, les autres, vous dites juste si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Et si vous n'êtes pas d'accord, rapidement, pourquoi. Soboun, c'est quoi les clichés de ton métier? Les clichés. Bah, je pense que le plus gros cliché, c'est qu'on est des usines à slide. Ok. En fait, on fait que du PowerPoint toute la journée. Et C'est vrai ou pas? ça dépend des missions. Ok. Il y en a où vraiment j'en fais toute la journée, et c'est vrai. Mais il y en a où pas du tout, en fait, je touche plus du tout PowerPoint et je suis plus sur Excel ou en fait, c'est plus dans l'échange. Je pense qu'un deuxième aussi gros, c'est qu'on brasse beaucoup de vent et avec notre vocabulaire un peu, avec beaucoup d'anglicismes. En fait, tu vois, on détend souvent les questions ou quoi. On sert à rien, en fait, on est juste surpayés. Enfin, surfacturés. Ça coûte très cher aux clients pour pas grand-chose. Et ça, c'est vrai ou pas? Ça dépend des missions. Ça dépend des missions. Il y a des trucs où vraiment, je comprends pas, genre, je suis facturé
Et j'espère que mon client va pas tomber dessus. Je suis facturé et en fait, il n'y a pas besoin, quoi. Les autres, vous êtes d'accord? D'accord. Pas forcément les mêmes clichés. Mais- Ah ouais? Vas-y, c'est quoi le tien? Ouais, qu'on passe notre vie au boulot, quoi. Par exemple. Ah oui. Je pense qu'en vrai, c'est vrai pour certains, faux pour d'autres. Je pense que ça dépend de ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes pas. Mais charge de travail et burn-out, c'est quand même pas forcément cliché des milieux dans lesquels on évolue, je trouve. Ouais, c'est pour ça qu'il faut savoir dire stop aussi. Et je pense qu'il y en a qui savent pas le faire et ça devient un engrenage et après c'est fini, quoi. Tu sais que j'ai l'impression qu'en même temps, il dit ça et il repense à des collègues qui sont partis, genre. Ouais, j'en connais, ça leur est arrivé en vrai, ouais. Chaque année. Toi, ça va? Oh non, moi ça va. Tu veux qu'on en parle Non, après ça en va. off? Yas, penses-tu que ce que tu fais, c'est un métier difficile? En vrai, non. On a tellement des clients tellement différents. Il faut savoir de quoi parle l'entreprise et vraiment parce que tu as quand même un regard critique. Ouais. Donc je pense que c'est ça le plus compliqué de nos métiers. Mais sinon, en termes de technique, etc., ça demande pas non plus des compétences. Je pense que un cerveau bien fait peut très bien le faire sans forcément avoir fait une école d'ingénieur ou autre. Complètement d'accord. Je suis d'accord avec l'adaptation. Hello, y a-t-il des différences entre ce que t'imaginais du métier et la réalité? J'imaginais pas grand-chose. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. Enfin, il y a forcément des différences, surtout entre les premières missions. Quand tu fais ta première mission et ensuite tu fais ta deuxième et tu te dis je vais retrouver des similarités. Et en fait, pas du tout. Ouais, c'est plus au jour le jour parce que je m'attendais vraiment à pas grand-chose. Enfin, je savais pas à quoi m'attendre plutôt. Mais pas déçue, en tout cas. Donc ça va. Ouais, moi je suis d'accord. Je m'attendais pas vraiment à savoir ce que je faisais exactement. Ça peut changer complètement d'une mission à l'autre, donc c'est compliqué de... J'ai une pote qui bossait sur les chantiers SNCF la nuit, tu vois. Et maintenant, elle est dans le luxe, elle fait des journées tout à fait classiques, quoi. Tu vois, moi, par exemple, je m'attendais pas non plus à grand-chose, mais je m'attendais à avoir un peu plus de poids dans les décisions par rapport à mon taf. Tu es un peu l'intermédiaire de tout le monde. Du coup, tu diriges un peu les gens, mais tu prends pas vraiment les décisions. En fait, j'ai l'impression que, moi, personnellement, hein, dans mon taf, on se protège beaucoup sur les risques de qui prend les décisions et tout. Donc, du coup, tu vas faire prendre des décisions aux autres. Mais toi, du coup, tu vas toujours te mettre en retrait et dire moi, je conseille ça par rapport à ce que lui il a dit, mais toi, qu'est-ce que tu en penses, tu vois? C'est généralement lié aux gens avec qui tu travailles. Parce que si tu as une boss qui est assez directive, tu vois, et qui dit en fait, il faut que ça évolue comme ci, comme ça, comme ça, les gens qui vont bosser avec elle, ils vont être dans ce même mood. Ouais. Alors que si tu es un boss qui dit je sais pas trop, il faut pas trop qu'on risque la responsabilité du cabinet sur ça, on n'est pas sûr, machin, en fait, toi, tu vas faire la même chose. Et c'est tout à fait naturel. Comme tu es au milieu, je trouve, de plein de trucs, du coup, au final, tu sais même plus c'est quoi, toi, la limite de ton métier. Tu vois. Oui, je suis d'accord. De ouf. Et ça, c'est un peu Mais d'ailleurs, perturbant. t'as pas vraiment de limite quand tu es consultant. Enfin, tu fais juriste, graphiste, consultant, informaticien, formateur, traductrice. Tu Parfois, ils te demandent des trucs, tu dis c'est mon métier ça. Bien sûr. J'ai vu la fiche de poste, il n'y avait pas. Ouais. William, c'est quoi les avantages de ton métier? Après, c'est compliqué vu que moi, j'ai un statut qui est différent. Du coup, c'est pas le métier en tant que tel qui me donne des avantages. Après, je dirais, si c'est par rapport au métier, je dirais le fait d'avoir plein de clients variés et que du coup, j'ai jamais, on va dire, une année ou plusieurs mois qui se ressemblent vraiment, quoi. Un jour, je vais parler de prêt-à-porter, le lendemain, ça va être un restaurant, le surlendemain, ça va être une entreprise qui fournit des carottes à toute l'Île-de-France. J'ai vraiment fait ça. Ok. Et, J'étais en mode, tiens, il est marrant cet exemple. ouais, mais très précis, mais ouais, j'ai vraiment fait ça. Et du coup, c'est un peu ça, ouais, le fait que ce soit jamais vraiment pareil, quoi. On va dire que c'est la même mission, mais le client fait que ça change tout. Et après, mon statut aussi, ça fait que vraiment, là, j'ai aucune journée qui se ressemble, quoi. Mais ça rejoint un peu à ce que tu disais quand tu étais plus jeune, tu voulais un exactement. métier où justement ça changeait tout le temps et tout. Parce que ça dure combien de temps à peu près une mission pour vous? Ça dépend. Ouais, ça dépend des T'en besoins as du un client. mois, t'en as 2 ans. Enfin, ce qui est beaucoup, je trouve. Moi, j'ai un client perso, ça fait presque 2 ans on bosse ensemble, quoi. Et c'est des missions ponctuelles ou c'est 2 ans en continu? Ça va être réfléchir à une campagne, du coup, là, l'aspect consulting. Et après, tous les 2 mois, je fais en gros des réunions un peu
pour voir si tout se passe bien, quoi. Moi, les plus longues missions, tu vois, ça va être 1 mois et demi. Ah Ah ouais. oui. Ouais, Ok, tu j'ai changes pas tout le mal temps de de client. clients. Ouais, Ah, c'est ouais. hyper court. Par contre, tu vois, ça va être 1 mois et demi, mais je peux, par exemple, ce client, en tout, dans l'année, le voir 2 mois, 2 mois et demi. Mais après, tu gardes les clients souvent d'année en année, quoi, Ok. pour avoir l'historique et tout. Alors que moi, en vrai, dans mon cas, t'as des missions. En vrai, si tu te dis pas, j'arrête, elles se finissent pas. Quand tu y penses, t'es vraiment salarié sans être salarié C'est du ton long client. terme. Pour revenir aux avantages, je me dis pourquoi tu voudrais être consultant. Je sais pas votre avis, mais je pense qu'il y a quand même un peu le facteur salaire qui peut jouer. Parce que généralement, le salaire de consultant, il est quand même assez élevé En par France, rapport... si tu veux vraiment très très bien gagner ta vie, soit t'es un genre médecin, mais genre Oui, mais il faut chirurgien, avoir tout les ça, études pour. soit tu bosses en finance. Moi, j'ai jamais personne qui m'a dit je suis devenu consultant pour gagner beaucoup d'argent. Enfin, il y a quand même beaucoup de gens qui peuvent devenir consultants. Et du coup, par rapport à ton domaine, si ton domaine, il gagne un peu moins que des Oui, le consultants, rapport expérience-salaire est pas mal. Bah, on est très très bien payé, hein, mais si tu vas pour les salaires, pour moi, c'est le conseil en stratégie. Oui, j'allais dire c'est les strates. C'est ça. Là, t'es très bien payé. Mais par contre, là, Mais tu c'est t'as pas de vie. hardcore. T'as des cabinets qui disent c'est génial, si tu nous rejoins, on bosse le soir et on fait des night sessions. Et en plus, à partir de 21h, ton repas est payé par la boîte et ton Uber retour est payé par la boîte. Bah ouais, normal, frère. Si je finis toujours à 2h, je peux te dire que tu vas payer mon repas, tu vois. mais ça, c'est genre... bon, Mais qui s'en vantent un peu. Ouais. On fait des night sessions. Tu fais pas des night sessions, juste t'as trop de travail, t'as pas assez de personnel, quoi. En vrai, quand tu prends du recul, on est très bien payé. On a de très bonnes conditions de travail. Ouais. Donc pour moi, on est payé à notre juste valeur. Donc, juste Peut-être valeur, quand tu pas trop. compares, Genre, vous est-ce n'êtes pas qu'on est mal sûr payé, mais est-ce que vous êtes surpayé? Non. Non, non, je pense pas. On est bien payé à notre juste valeur. Yas, est-ce que tu penses que pour toi, ton métier, il est indispensable? Non, je pense pas. Indispensable pour qui? Tu vois, demain, y a pas d'auditeur. Je pense que la vie continue, mais c'est plus au niveau des investisseurs. On a besoin de ce métier, mais indirectement. C'est pas non plus un métier vital. À l'échelle où tu interviens, si ton métier n'existait pas, est-ce qu'il pourrait s'en sortir sans toi? Nous, en fait, notre métier, c'est on vient contrôler Ouais. ce que les personnes de la boîte font. Le fait que ce soit une personne extérieure, en fait, tu réduis le risque de fraude. Parce qu'en vrai, demain, je te sors un bilan, je peux tout changer, compte de résultats pareil, et au final, tu as l'impression que l'entreprise marche très très bien. Et au final, pas du tout. Donc, il y a des risques. Après, ça engendre plein de risques. Même au Ouais, donc niveau... vous, c'est vraiment le fait d'être quelqu'un d'extérieur au moins. C'est ça. Ok. C'est que tu réduis le risque de fraude. Et pour nos petits consultants, est-ce que votre métier est indispensable? À partir de là, suite à un petit souci de tournage, la qualité du son et de l'image est un peu dégradée. Désolée pour ça et bonne fin de visionnage. Si demain je suis plus dans mon équipe, c'est peut-être un peu le bazar, mais ce sera un peu le bazar. Ce sera un peu le bazar à l'échelle de 10 personnes dans une boîte de 45 000, tu vois. Mais en soi, par définition, on est remplaçable. En fait, tu as des missions où l'idée, c'est de un peu, t'arrives, tu débroussailles, tu documentes, et tu donnes ça à un mec qui arrive en CDI. J'ai l'impression que sur certaines formes, c'est un peu réfléchir à la place des autres. En gros, je vais me réfléchir à une stratégie, à quelque chose, à des process, à, je sais pas, une manière de vendre quelque chose à la place de quelqu'un que s'il avait du temps, il le ferait aussi, quoi. Mais vu que j'ai des compétences, entre guillemets, je le fais à sa place, mais en soi, je suis pas... T'es plus rapide et plus pertinent. C'est ça. Vous n'êtes pas indispensable, mais vous aidez beaucoup à ce que ça se passe bien et ça se passe vite. Ça coûte moins cher Ça passe mieux aussi. Et vous coûtez moins cher? sur le long terme. Ok, d'accord. Parce qu'en gros, quand tu payes un CDI, c'est beaucoup plus cher. Parce que nous, en soi, sur 6 mois, ok, on est payé cher, mais c'est 6 mois. On leur débloque pas des budgets pour employer des gens en CDI. Parce que c'est compliqué, après il faut verser la prime, l'intéressement, nanana. Puis en France, le CDI, c'est tellement genre un truc où tu peux plus y toucher après que c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à prendre des consultants. Mais honnêtement, il y en a qui sont depuis 5 ans, donc en fait sur le long terme, ça leur coûte genre 2 ou 3 fois plus cher que le CDI. Mais juste, ça les embête moins administrativement. Donc ils prennent des consultants. Oui, et puis ils ont pas besoin de te virer, quoi. C'est ça. Je sais pas si c'est une légende, mais si tu travailles en tant qu'externe pendant, je crois, 2 ou 3 ans pour une même entreprise sur le même poste, tu peux légalement demander un CDI. Ah ouais? Oui, je trouve que c'est vrai. Sinon, c'est considéré comme du salarié. Ouais, c'est ça.
On a pas avec les freelances aussi. Est-ce que tu peux changer de domaine facilement? Enfin, dire, quand tu as fait ces postes-là, qu'est-ce que tu peux faire plus tard? Est-ce que tu fais consultant du coup toute ta vie? Ou est-ce que justement c'est un début de carrière et après tu vas pouvoir aller jumper autre part? Bah, par rapport aux études que j'ai eues, moi je me suis spécifié dans les réseaux sociaux, Mm. mais en soi j'aurais pu être consultant dans plein d'autres choses aussi, tu vois. Mm. J'aurais pu me spécialiser dans la data et devenir consultant data. L'aspect consulting, je pense que tu peux assez facilement changer, c'est juste de la formation sur le support et les informations que tu vas donner à ton client. Ouais, je pense que via les études que j'ai eues, si demain Instagram y ferme et que j'ai plus de taf, bah, je pourrais faire autre chose, je pense. Le conseil, c'est souvent qu'un tremplin. Enfin, pour beaucoup de gens, c'est un tremplin. Pour faire autre chose, pour être internalisé ou être freelance. Mais t'as peu de gens qui font toute leur carrière dans le conseil. Ouais. Est-ce que demain vous vous sentirez de devenir consultant pour un truc totalement autre? Ça dépend le domaine. Moi, je pourrais pas, des compétences que j'ai pas, je pourrais pas être consultante comme tu fais, tu vois, en architecture. Je pourrais pas bosser dans un truc où vraiment y a aucun rapport, mais par contre, effectivement, une fois que tu as géré 10 projets, tu peux en faire un 11e qui n'est pas forcément relié à l'expérience que tu as eue avant, quoi. Mais si toi, tu as envie juste toi-même de changer de domaine qui n'est pas du tout relié au domaine, Ouais, tu peux. tu t'arriverais à te vendre sur... Bah, si tu te vends suffisamment bien, oui. Après, c'est une question de confiance en soi et Ouais. d'adapter tout ce que tu as fait à l'offre que tu vois, quoi. Ah, mais justement, Sobon, là, toi, tu changes de domaine, non? Ou Ça reste dépend pareil? ce que tu appelles le domaine. Bah, par exemple, là, vous êtes dans le domaine digital. Mais là, ton nouveau domaine, c'est quoi? Ça reste un peu du digital, Ok. en banque. Mais c'est pas du tout le même secteur. Oui, c'est pas le Mais secteur. en gros, j'ai toujours un truc qui raccroche à ce que je fais. Oui, parce que vous avez le secteur d'activité. Ça change tout le temps, du coup. Ouais. Et après, vous avez le domaine d'action, quoi. Donc là, Qui c'est peut aussi digital. changer. Qui peut aussi changer. Et par exemple, t'en as où c'est vraiment, t'es rattaché à la DSI, la direction des systèmes d'information. Mm. Donc tu vas bosser avec des gens qui sont très techniques. Et t'en as d'autres où tu vas être rattaché au marketing. Mm. Et donc c'est pas du tout technique, c'est complètement autre chose. C'est vraiment un autre département. T'en as, ça va être la supply, les achats, enfin... Tu peux faire ce que tu fais dans tous les départements de l'entreprise. Ok. Et donc tu vas changer non seulement de domaine, mais aussi d'interlocuteur, de travail, de ce que tu fais au quotidien. Ok. C'est ça, c'est pour ça qu'au début tu parlais d'adaptabilité. Ouais, c'est c'est ça, être consultant, c'est vraiment ça. Faire genre tu comprends tout, alors que t'as rien capté. C'est vraiment ça. Hein. Mais du coup, moi, j'ai toujours pas compris qu'est-ce que les audits et conseils se foutaient ensemble, quoi. Pourquoi c'est toujours audit conseil ensemble? J'ai l'impression que c'est hyper différent quand même. Oui, c'est assez différent, mais je pense que le profil est le même un peu. Et le type de fonctionnement aussi, tu vois, t'es envoyé chez le client, Mm. des missions plus ou moins longues. Et on est rattaché parce que aussi, tu as des entreprises qui font les deux. Oui, mais du coup, je me demandais pourquoi les entreprises font les deux, parce que pour moi, au final, c'est deux choses qui sont très différentes. Mais après, oui, c'est le même type de fonctionnement. Non, mais c'est deux business différents. Mais oui. Par contre, c'est pas du tout rattaché. Nous, par exemple, si on fait une mission d'audit pour un client, les équipes conseil ne peuvent pas travailler pour le même client. Toi, tu peux faire du conseil? Ouais, moi ça Mais je est-ce que sais les que gens je peux du faire. conseil peuvent faire de l'audit? Enfin, je sais pas ce que tu fais, mais je pense pas. Hein. Je sais pas si dans ce sens-là, ça se fait réellement. Tu vois, les gens qui font du conseil, ils vont faire directement, parce qu'en fait, c'est vraiment enchaîner les cabinets pour enchaîner les cabinets. Et souvent, par exemple, quand tu fais de l'audit, cette expérience, tu vas la valoriser pour aller faire travailler dans une direction financière ou faire des métiers, comme je dirais, un peu plus finance, tu vois. Et quand je dis plus finance, tu vois, c'est plus ceux qui travaillent en banque, d'investissement, qui font du M&A, etc., tu vois. Là, vraiment, ils travaillent sur des deals, des choses comme ça, tu vois. Et ils utilisent nos travaux, bien sûr. En fait, tout est un peu lié. Dernière petite question, peut-être, juste pour finir. Est-ce que c'est un métier que vous conseillerez à un jeune aujourd'hui? 100%. Ok. Ultra formateur. Moi, je dirais Un ça. métier. Ok. Bon, bah voilà. Merci. Tu l'as pas démarré. T'es con, ma parole. Bah non, mais je pense qu'il s'est éteint tout seul. Hein. Je l'ai pas arrêté tout à l'heure.